commencer. Alors, bonjour à tous, je suis Mireille Gruber, la directrice de l'école de Chaillot, et je suis ravie, avec mes collègues, de vous accueillir pour cette journée d'études Viollet-le-Duc enseignant à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, organisée par l'école de Chaillot. Alors, cette journée d'études Viollet-le-Duc enseignant est organisée, je dirais, en contrepoint de l'exposition de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui s'y tient depuis le 20 novembre et jusqu'au 9 mars 2015, et qui est intitulée Viollet-le-Duc, les visions d'un architecte, et qui a été organisée à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de l'architecte. Cette journée s'inscrit également dans le projet scientifique et professionnel de l'école de Chaillot, qui développe des pratiques de recherche spécifiques sur le bâti et met en place en ce moment un doctorat professionnel au cœur de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui a intégré la communauté d'universités et d'établissements ESAM, regroupant plusieurs institutions de formation et de recherche patrimoniale. Et notre journée d'études Viollet-le-Duc enseignant, eh bien, elle relève de cette synergie. On connaît le pionnier de la conservation, décrié, puis réhabilité et même célébré. Mais que sait-on des supports inattendus utilisés pour transmettre ses savoirs et forger son enseignement en dehors des chemins académiques alors en vigueur? Des architectes, des historiens, des chercheurs des universités, des inspecteurs généraux du patrimoine, enseignants de l'école de Chaillot et des écoles nationales supérieures d'architecture, ont accepté ensemble et pour la première fois d'expertiser l'héritage pédagogique de Viollet-le-Duc, d'analyser ses mécanismes, ses outils et les théories qu'ils sous-tendent. Leurs interventions attesteront de la permanence de cet héritage depuis le XIXe siècle. Héritage assumé, en premier lieu, par des hommes, parmi lesquels des disciples pas toujours attendus ni convenus, puis porté par des institutions, telles que le musée de sculpture comparée, qui deviendra le musée des monuments français, et je salue sa directrice Corinne Bélier qui est avec nous, et par des supports médiatiques en tout genre, allant du fameux dictionnaire aux histoires, sans oublier les gazettes, revues et journaux. À travers ce foisonnement illustrant plus que jamais la formule « voir, c'est savoir », le fil rouge qu'on appellerait aujourd'hui l'ingénierie pédagogique est bien présent. Il raconte, tisse la toile de la transmission des savoirs, de l'histoire de l'enseignement et de la préfiguration de son incroyable essor sous ce qui deviendra la Troisième République et est porteur des métiers encore incarnés par les professionnels contributeurs de cette journée. Le modérateur de cette journée est Lorenzo Diez. Il est architecte et urbaniste de l'État, directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy et professeur associé à l'école de Chaillot, où il coordonne le champ ville et territoire. Il a œuvré en tant qu'architecte des bâtiments de France au service départemental de l'architecture et du patrimoine du Finistère, avant de diriger celui de Meurthe-et-Moselle. Son expérience le conduit à intervenir à tous les niveaux du processus de création architecturale, ou l'a conduit par le passé et actuellement dans d'autres missions. Tous les niveaux tels que le diagnostic, l'identification des enjeux, l'analyse des programmes, la préparation de la commande. Dans sa pratique quotidienne, Lorenzo Diez travaille avec les acteurs de l'aménagement, promoteurs, collectivités, associations, agences d'urbanisme, maîtres d'œuvre et particuliers. Il mène en parallèle aujourd'hui des recherches sur les théories et pratiques de création architecturale en centre ancien et convoque ainsi, dans le cours magistral qu'il donne à l'école de Chaillot, les théoriciens tels que Viollet-le-Duc. Je voudrais dès maintenant remercier
mes collègues qui ont organisé cette journée. Catherine Grindorge en a été la maîtresse de l'organisation. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui plusieurs professeurs de l'école de Chaillot. Je peux les citer, Benjamin Mouton, Jean-Paul Midan et Patrick Ponceau, mais je suis sûre que j'en oublie et que ceux que j'oublie me pardonnent ou lèvent la main. C'est une autre possibilité. Vous êtes là nombreux. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous les commissaires de l'exposition Viollet-le-Duc qui est en cours à la Cité et qui a été un petit peu l'élément déclencheur de cette journée. Et je remercie en particulier Jean-Michel Legnaud, et Monsieur Pariset qui est peut-être là et Monsieur Forgeret qui est là, je l'ai vu tout à l'heure. Je remercie aussi Pascal Liévaux qui dirige le département de la recherche au ministère de la Culture et Françoise Bercé qui viendra intervenir dans ce colloque. Alors, je vais laisser la parole à Lorenzo Diez qui va vous présenter plus en détail le programme de cette journée et je vous dis à tout à l'heure. Bien, j'hésite entre 134 jours et 133 jours. Cela dépend de savoir si l'année 1864 était une année bissextile ou pas. 133 jours ou 134 jours, c'est la durée de la carrière d'enseignant de Viollet-le-Duc. Voilà. Alors vous imaginez en effet que dans nos vies, des tout petits moments ont un impact énorme et parfois des choses qu'on a l'impression de faire pendant des années, finalement, n'ont aucun impact. Alors cette boutade, pour commencer, à 49 ans, Viollet-le-Duc embraye une carrière d'enseignant finalement extrêmement courte. Une autre personne qui sera enseignant pendant 49 ans, pour avoir une comparaison, c'est Boïto, qui commencera sa carrière d'enseignant à 23 ans et qui n'y quittera pas la chaire qu'il occupait pendant 49 ans. 23 ans, c'est tôt pour commencer une carrière d'enseignant. Mais 26 ans ou 28 ans, je ne me rappelle plus, c'est aussi assez tôt pour un architecte pour commencer une carrière de praticien et restaurer la Madeleine de Vézelay. Je voulais introduire mon propos en vous livrant ces quelques comparaisons à l'heure d'aujourd'hui où la carrière d'enseignant, notamment pour les architectes, est un véritable sujet. Un sujet que, lorsque Mireille m'a proposé de diriger le groupe de travail recherche et doctorat de cette école, je me suis empressé de prendre, en prenant cet angle, Viollet-le-Duc enseignant. Quoi de plus légitime pour notre école que de vous convoquer et de convoquer l'ensemble de ces experts pour nous parler de cette question de l'enseignement de l'architecture, et peut-être plus précisément de l'enseignement de la restauration du patrimoine. Alors, cette courte carrière de Viollet-le-Duc, j'avais repéré une petite phrase qui essaie d'expliquer pourquoi cette courte carrière, parce qu'il avait eu l'outrecuidance ou qu'on le soupçonnait de vouloir introduire rue Bonaparte, à côté du grec, du romain et de l'italien, l'étude du passé sans distinction de style. Vous imaginez quelle horreur pour des architectes d'essayer d'imaginer que l'architecture peut s'apprendre au travers d'une autre approche que celle des styles, mais au travers en effet d'une pédagogie, on en parlera cet après-midi, la méthode Viollet-le-Duc, mais aussi, pourquoi pas, au travers des structures, au travers de ce que Viollet-le-Duc disait aussi en regardant les travaux de ses étudiants. On ne sait pas si c'est en marbre, en carton ou en pierre. Tout ceci pourrait être bien ce qu'on voudrait. La seule manière de bien comprendre et de bien enseigner l'architecture, c'est par la structure. Donc je pense qu'au cours de cette journée, nous aurons l'occasion de travailler sur ces différents sujets. La matinée d'aujourd'hui est placée sous la thématique des origines de l'enseignement de Viollet-le-Duc. Et je crois que l'ensemble des intervenants que nous avons pu inviter brosseront de manière extrêmement pertinente et large cette problématique.
Je remercie Catherine Grindorge pour tout le travail que nous avons fait ensemble pour monter cette journée. Sans plus attendre, je laisse à toutes ces experts et ces doctes personnes le soin d'observer notre discipline, d'observer aussi nos œuvres, parce que dès qu'on parle d'architecture, on est sur cette approche finalement assez complexe, puisque l'architecture se construit au travers de théories et au travers de pratiques. Donc je laisse la parole tout d'abord à monsieur Jean-Michel Legnaud, qui est directeur de l'École nationale des chartes, où il exerce en tant que professeur. Il est également directeur d'études à l'École de pratique des hautes études et il a exercé de nombreuses fonctions au sein du ministère de la Culture et de la Communication, aussi bien dans les services extérieurs dans l'administration centrale en tant qu'inspecteur des monuments historiques. Alors il est spécialiste de l'histoire du patrimoine, de l'histoire des arts du 19e et du 20e et il a publié, vous le savez tous, plusieurs dizaines d'ouvrages sur l'histoire de l'architecture, sur le patrimoine, sur l'histoire religieuse de l'époque contemporaine. Alors, s'il est impossible de mentionner sa bibliographie, tant elle est abondante, pour spécifiquement la journée d'aujourd'hui, on pourrait citer Viollet-le-Duc ou Les délires du système, ou tout récemment, Le droit de cité pour le patrimoine. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Je me sens un peu la mission à la fois d'ouvrir cette journée d'études tout en l'ancrant dans l'exposition qui a lieu de l'autre côté de cette aile avec son titre « Les visions de l'architecte », titre qui nous a demandé de nombreuses réflexions et introduit de nombreux débats entre l'équipe qui a été chargée d'organiser l'exposition. Si vous voulez, pour commencer, je vous propose de méditer cette anecdote que rapporte Madame Carrette dans ses mémoires. Madame Carrette était une dame d'honneur de l'impératrice. Vous savez qu'elle était représentée à la cheminée d'Épreuze. Et peu de temps après la chute de l'Empire, quelque temps après Sedan, elle rencontre tout à fait fortuitement Viollet-le-Duc et lui dit ceci: « Je me rends très prochainement en Grande-Bretagne pour rencontrer le couple impérial. Auriez-vous quelque chose à lui dire ?» Et il répond « Non. Je n'ai rien à lui dire. » Alors il dit « Comment, vous qui avez fréquenté le couple impérial pendant tant d'années à la cour, aux Tuileries ou à Compiègne, vous n'avez rien à lui dire ?»« Non, madame, je n'ai rien à lui dire. »« Mais alors pourquoi avez-vous fait tout cela ?»« Pour l'art. » Justement, cette anecdote pose plusieurs questions, et en particulier celle de savoir pourquoi court Viollet-le-Duc. Pourquoi Viollet-le-Duc est-il proche des Orléans? Pourquoi est-il proche du Second Empire? Pourquoi se rapproche-t-il de la Troisième République et de Jules Ferry en particulier, tout en continuant de faire presque allégeance à la famille d'Orléans, en s'inquiétant régulièrement de la santé de l'héritier des espoirs dynastiques? Pourquoi le fait-il? C'est finalement la réponse, nous allons la trouver aujourd'hui. Au-delà de l'art, c'est parce qu'il a l'intention de son projet consiste à transmettre ce que lui-même a ressenti et qui était différent de ce qui s'enseignait ailleurs. Le projet de Viollet-le-Duc, c'est un projet d'ordre pédagogique. Il a échoué, on l'a rappelé à l'instant même, et nous en aurons encore la confirmation tout à l'heure, dans ses fonctions d'enseignement. En revanche, il a exercé un rôle durable et définitif dans l'ordre de la pédagogie, en ce qu'elle ne s'inscrit pas véritablement dans les cadres institutionnels de l'enseignement. Alors, qu'avait-il voulu transmettre? Ce que je vous montrerai en premier pour commencer, c'est cette dualité qu'il y a chez Viollet-le-Duc dans l'image qu'il donne de lui-même. Il y a un côté court, je dirais, plus exactement un côté ville,
C'est ce fameux portrait de Nadar, magnifique portrait qui accueille le visiteur à l'entrée de l'exposition, qui date de l'année qui précède sa mort et qui est le Viollet-le-Duc qui rencontre les gens de pouvoir, qui rencontre les ecclésiastiques, qui n'est certainement pas le Viollet-le-Duc du chantier. Et quand on le retrouve chez lui, on a des témoignages précis. Voilà comment il se trouve, voilà comment il est habillé. Et il surprend beaucoup. Le peintre Jules Laurence dit en particulier qu'il était dans une espèce d'accoutrement qui, au premier abord, semblait complètement excentrique. Et c'est ainsi qu'il recevait, au dernier étage de la rue Condorcet, tous ses visiteurs, en particulier ceux qui voulaient en être le disciple, et en particulier des visiteurs américains. Il était vêtu à la manière, c'est le rapprochement que l'on avait fait, à la manière d'Erwin de Steinbach, avec ce grand vêtement ceint d'une ceinture de cuir, là le relief ne le montre pas, et coiffé de cette espèce de toque étrange. Cette dualité du personnage, ce côté court et ce côté atelier, nous introduit dans ce que voulait faire Viollet-le-Duc. C'est d'ailleurs ce que l'exposition a voulu montrer à travers cette notion de vision. Le Viollet-le-Duc a ressenti quelque chose de façon forte qui peut-être n'avait pas été exprimé avec autant de force avant lui. Bon, on peut peut-être en douter, mais enfin, lui en a véritablement ressenti l'illumination. C'était pour lui comme une sorte d'épiphanie. Il raconte la chose dans sa correspondance à son père. Il se trouve à Venise, il regarde le palais des Doges et se pose la question, comment se fait-il que du vide porte du plein ? Et la réponse, il la ressent par illumination presque tout de suite. Il en donnera la représentation ultérieurement dans les entretiens. Il déclare, il comprend que l'architecture, c'est un problème, pour lui, un problème de structure. Ce n'est pas un problème d'entassement, comme il caractérise peut-être abusivement l'architecture romaine. C'est un problème de structure, et de cette structure découlera l'ensemble du bâtiment, en particulier l'ornement. C'est la raison pour laquelle il va faire un rapprochement constant entre le corps biologique, humain ou pas, et l'architecture. La structure osseuse va porter jusqu'à la peau, et la peau est déterminée par une loi implacable, selon lui, par la structure. C'est cette vision qu'il va ressentir, et il va vraiment la comprendre comme une vision. Il emploie très régulièrement des termes de caractère initiatique. Il déclare dans les entretiens, il déclare au 20e entretien qu'il a trouvé la lumière, qu'il a découvert le secret. Et son objectif, il le dit aussi, c'est de lever le voile d'Isis. Il veut lever le voile aux yeux de ses contemporains, faire comprendre ce que lui-même a compris. Au départ du dictionnaire raisonné de l'architecture, vous avez ce petit médaillon qui a été reproduit et longuement commenté dans le catalogue de l'exposition, qui représente l'architecte en train de discuter avec un clerc et avec un soldat, un croisé, un seigneur, et le clerc est en train de tracer des traits sur un cercle. Il est en train de lui expliquer le triangle de Pythagore, le système 3, 4, 5, qui est le moyen connu depuis l'Antiquité pour tracer des angles droits dans des espaces qui ne sont pas pourvus de repères. Et il va d'ailleurs faire observer que l'on trouve très régulièrement le triangle de Pythagore dans les architectures anciennes, en particulier médiévales, ce qui est tout à fait normal puisqu'il faut l'employer pour faire des angles droits. Donc il est en train d'expliquer sur le frontispice même du dictionnaire raisonné une sorte de secret, qui est peut-être un secret de Polichinelle, mais il prend la chose comme... il prend ce qu'il a à dire comme une sorte de discours à caractère initiatique. Il aura à nouveau cette démarche lorsque, dans l'histoire de l'habitation, il procède de façon extrêmement dialectique
entre doxie et épergos, entre celui qui sait et celui qui apprend, celui qui est du côté des femmes et celui qui est du côté des hommes. Et il met en évidence aussi les Nestoriens comme population capable de transporter les messages. Comme par hasard, il imagine que les Nestoriens sont des manichéens, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais il comprend son message comme dans une sorte, dans le fond, comme dans une sorte de gnose. Et c'est la raison pour laquelle il va attacher autant d'importance à faire transmettre ce qu'il aura à dire. Dans le fond, et cette journée est extrêmement utile parce qu'elle permet de mettre en évidence que peut-être que plus encore son travail dans l'ordre de la restauration monumentale, qui a consisté à une sorte d'uniformisation au sein de l'État-nation du patrimoine, plus encore que sa réflexion théorique sur l'architecture, qui a consisté à mettre en rapport l'architecture avec les progrès sociologiques de son temps, eh bien, il y a ce projet de transmettre ce que lui-même a compris, et ce qu'il a compris relève de l'essence même de l'architecture. Très tôt, il va enseigner, on en parlera tout à l'heure, il prend un cours complémentaire à l'école gratuite de dessin, à l'école rue de l'école de médecine. Vous avez ici l'autre façade qui se trouve rue Racine et qui a été réalisée par Constant Dufeu. C'est donc le moment où les choses avancent au sein de cette école, et il aura pour objectif, une fois qu'il abandonnera cet enseignement, d'y placer un homme sûr qui va pouvoir reprendre aussi l'enseignement qu'il a lui-même commencé. Il s'agit de Ruprecht-Robert, qui va publier dans La Flore ornementale un discours sur l'ornement, fondé sur, beaucoup plus classiquement, il faut dire, sur le beau, le vrai, l'utile, un discours sur l'ornement qui met en rapport la structure et l'ornement. Et le discours de Ruprecht-Robert s'accorde de plein pied, reprenant celui de Viollet-le-Duc, avec ce que enseigne Lecoq de Bois-Baudran, qui consiste à représenter les formes à partir de leur compréhension mémorisée de la structure. Et il ne faut donc pas s'étonner si, après lui, et après Ruprecht-Robert, l'école gratuite de dessin, devenue école des arts décoratifs, va devenir une sorte de fief de la pensée viollet-le-ducienne via l'enseignement, en particulier, de deux architectes qui sont à la fois architectes des édifices diocésains et architectes des monuments historiques. Il s'agit de Charles Génuis et de Gustave Rollin. Et il ne faut pas s'étonner non plus que Victor Guimard, qui est passé par l'école des arts décoratifs et qui en a été durablement formé, va revendiquer continuellement d'être un disciple de Viollet-le-Duc, quitte à se trouver en conflit avec Anatole de Baudot et ses amis qui vont dire « non, c'est nous les disciples de Viollet-le-Duc, c'est pas vous ». Mais pour comprendre les premiers projets de Guimard, en particulier ces portes d'église de village, il faut se référer à toute la théorie viollet-le-ducienne reprise par Baudot sur les petites églises. Et pour comprendre la salle Imbert de Romans, qui est une sorte de point d'orgue de la grande salle, il faut faire référence aux théories sur la grande salle que Viollet-le-Duc exprimait. Et si Anatole de Baudot a récusé, voire excommunié le projet de la salle Imbert de Romans, c'est parce que lui-même avait des idées concurrentielles dans ses propres cartons. Alors bien sûr, tout le monde est au courant de l'échec de l'école des Beaux-Arts, dont il va publier les résultats d'abord dans la revue des études littéraires,
Mais il faut bien justement considérer que cet échec momentané est pour lui une réussite pour le long terme, puisqu'il publie immédiatement ce qu'il avait l'intention d'enseigner et qu'il va reprendre de façon amplifiée le discours qui est le sien dans les entretiens sur l'architecture. Et cette planche qui est à côté est destinée à mettre en évidence précisément ce qu'il avait vu lorsqu'il était allé à Venise et qu'il regardait le Palais des Doges. C'est bien une question de structure qu'il est question. Le pan de fer qui est présenté là est une sorte de pendant de la façade du Palais des Doges. Il développe, c'est une de ses obsessions, c'est peut-être la clé même de la totalité de son regard sur l'architecture et de son discours, c'est une conception structurelle de l'œuvre bâtie. Il va ensuite, en 1865, tenter une nouvelle expérience après ce double échec du début des années 60, qui est extrêmement cuisant pour lui. C'est d'une part l'échec au concours de l'opéra et c'est l'échec à l'école des beaux-arts. Ces deux échecs le confirment dans son intention définitive de ne plus rien avoir avec les milieux officiels. Il est refusé par la grande commande publique civile, c'est clair. Et c'est ce que d'ailleurs continuellement on va lui dire. Lorsqu'il construit des châteaux, lorsqu'il construit Abbadia, on lui dit « non, vous feriez mieux de rester cantonné dans le domaine des monuments anciens. Tout ce que vous faites à côté nuit à votre réputation. » Son idée, c'est précisément de ne pas se cantonner à cette spécialisation dans laquelle on veut le forcer. Donc il va se rapprocher de Trella, qui est en train de concevoir une école privée d'un genre nouveau. Il va l'accompagner, il va apporter une aide considérable sous la forme financière, sous la forme de ses dessins qui justement correspondent exactement à la façon dont il veut enseigner l'architecture. Le géométral ne l'intéresse plus, les aspects structurels se mettent véritablement en évidence. Et peut-être celui qui a le mieux compris Viollet-le-Duc, c'est Trella lui-même, dans son extraordinaire notice nécrologique, quand il parle de cette figure étrange de Viollet-le-Duc. Il emploie le mot étrange. C'est le seul qui emploie ce mot. Et effectivement, c'est au total, quand on est familier de Viollet-le-Duc, on prend conscience de son extraordinaire étrangeté. Il n'a pas fait partie du corps enseignant, mais, dit-il, dit Trella, il a marqué la plus ferme bienveillance. Nous n'étions pas ses disciples au sens propre du mot, mais nous étions sans réserve les admirateurs de son œuvre, et nous savions ce que nous admirions. Nous ne servions pas ses formules, mais nous bénissions ses trouvailles, ses audaces d'intelligence, ses fécondités de vue. Nous ne prenions pas ses doctrines tout d'une pièce, mais nous en retenions les riches éléments et nous nous en servions pour éclairer de jours nouveaux les éternelles lois des harmonies et des formes. C'est la façon Trella de résumer en 4 mots ce que Viollet-le-Duc a voulu dire dans les entretiens sur l'architecture. Et puis, il va avoir une autre initiative, peut-être encore plus moderne, celle-là. C'est l'idée qu'il faut se constituer un groupe virtuel de disciples. Dans le fond, on est encore très peu informé sur la façon dont il travaille en équipe au sein d'un éventuel atelier, et on est hors d'état vraiment de distinguer ce qui est de sa main et ce qui n'est pas de la sienne. Donc on ne connaît pas véritablement ses méthodes de travail. On peut dresser une petite liste de disciples directs sûrs, mais on ne peut pas véritablement aller au-delà. Ce qui est certain, c'est qu'il a pris l'initiative de publier 2 périodiques d'architecture.
C'était Jean-Jacques Ayagon qui avait eu le mérite de signaler en 1980 combien Viollet-le-Duc lui apparaissait comme un homme de pouvoir, précisément parce qu'il avait compris l'importance du pouvoir de l'imprimé, et en particulier de la presse architecturale. Avec l'appui d'un éditeur à la fois très intéressé par des doctrines et très désintéressé financièrement, en l'occurrence Morel, il va fonder, qui est le successeur de Bans, il va fonder 2 périodiques, l'Encyclopédie d'architecture, puis la Gazette du bâtiment. Il est également lié à un 3e périodique, le Journal de Serrurerie, qui va rentrer plus encore dans les détails. Et si vous vous reportez à l'article lutrin du Dictionnaire du mobilier, vous voyez à quel point, dans cet article, il montre qu'il est extrêmement intéressé par la question de la serrurerie. Il réfléchit au problème de la préfabrication. Et donc, il est tout à fait logique qu'il soit impliqué dans le journal de la serrurerie. Grâce, je sais qu'on en parlera tout à l'heure aussi, de son rôle dans les périodiques et dans l'encyclopédie et de la Gazette, grâce à ces 2 revues, dans le fond, il va créer 3 choses. Une équipe de fabrication, c'est-à-dire des auteurs et des graveurs, par exemple. Il n'est pas indifférent de penser, de noter que dans son équipe de graveurs, il y a un certain Régamé, qui est le grand-père du père Régamé, qui développe d'ailleurs des théories d'une modernité rationaliste qui s'apparente fortement à celle de Viollet-le-Duc, encore qu'il le fasse au détriment des architectures jugées historicistes du XIXe siècle. Donc il y a toute une équipe de graveurs autour de lui qui amplifie les graveurs qui sont dans le cadre de ses autres publications. C'est logique puisque c'est Bans qui est par derrière. Donc c'est aussi l'équipe de Bans et de Morel. Il crée un lectorat qui attend impatiemment les livraisons périodiques de ces deux journaux. Et au total, il va inventer une doctrine. Et c'est à partir de là, et de façon beaucoup plus lourdeau, que Anatole de Baudot, parce qu'il affiche carrément la couleur, Anatole de Baudot va créer son rationaliste. Viollet-le-Duc se garde bien de donner exactement l'idéologie qui est la sienne. Il cherche à avoir un discours rassembleur. L'encyclopédie d'architecture, c'est neutre. La Gazette du bâtiment, c'est neutre. Il montre qu'on passe de l'architecture au bâtiment. D'ailleurs, il veut élargir le socle de son lectorat. Et de façon beaucoup plus sectaire, je dirais, et restrictive, Anatole de Baudot va s'en tenir, va parler de rationaliste. Voici la Gazette du mes images ne sont pas bonnes, malheureusement, mais voici la Gazette du bâtiment. Et voici le dictionnaire raisonné avec son frontispice. L'initiative suivante, ça va être sa collaboration avec Hetzel. Il est en rapport avec Hetzel, il travaille en tant qu'architecte pour Hetzel. Hetzel est un éditeur qui se destine à la jeunesse, qui manifestement est très soutenu par le ministère de l'Instruction publique. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui encore dans les boîtes de bouquinistes le nombre d'ouvrages d'Hetzel qui portent en lettres d'or mention de prix. Il y avait des forts tirages qui étaient acquis en souscription par le ministère et qui étaient distribués dans les écoles, en particulier à la ville de Paris, et ce qui faisait que des enfants de 8 ans, 9 ans pouvaient hériter de l'histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale sans trop de difficultés. Ce rapport à la jeunesse, via Hetzel, explique aussi cette petite anecdote qui concerne Paul Valéry. Paul Valéry, à l'âge de 8 ans, s'est toqué du dictionnaire raisonné sur l'architecture. Il trouve ce livre tellement envoûtant qu'il décide d'en faire un résumé. Et puis, il renonce à cette tâche qui est quand même un peu lourde, vu le nombre de volumes, et puis serait donné un autre Valéry s'il était allé jusqu'au bout. Mais ceci montre bien le caractère. Viollet-le-Duc a réussi son affaire, dans le fond. Il a
il a captivé les enfants grâce à ses livres et grâce à l'initiative d'Hetzel et grâce auparavant avec ses dictionnaires, le dictionnaire du mobilier qui véhicule une poésie absolument analogue. Et voici l'hôtel du Ville et d'une cathédrale. Là aussi, notez le frontispice. Vous retrouvez notre Viollet-le-Duc, grosso modo, habillé comme nous l'avons vu sur le relief que je vous ai montré tout à l'heure. Il est habillé de la même façon, avec sur ce lutrin. Il est comme dans son atelier au dernier étage de la rue Condorcet, sur fond de procession, sur fond de cathédrale. Bien sûr, c'est le sujet du livre, mais il se voit très bien dans ce contexte-là. Et face à son lutrin, face à son écritoire, il est habillé exactement de la façon dont on le représente à peu près au même moment que le portrait de Nadar, c'est-à-dire radicalement différent. Les ouvrages de Banse et de Morel, puis ceux d'Hetzel, vont donc... on n'a pas fait d'études strictes de ce caractère bibliothéconomique, je dirais, sur les tirages de ces ouvrages, mais il est évident qu'il y a eu un nombre absolument considérable d'éditions et que de ce fait, il a touché une population énorme. Et ce qui est aussi important, c'est de signaler que ces ouvrages-là ont connu des tirages plus ou moins luxueux et des reliures plus ou moins luxueuses, que nombre d'entre eux ont été traduits dans d'autres langues européennes, en particulier en allemand. Et le titre allemand de l'histoire d'une maison, c'est mot à mot « Comment construire une maison ». On passe directement au niveau de l'opérationnel. C'est-à-dire on n'est plus dans l'ordre de l'histoire qui peut-être intéresserait davantage les Français, mais dans l'ordre du pratique qui est destiné aux populations germaniques. On va apprendre à concevoir une maison. Et puis la dernière, voici un croquis qu'on a montré, on en a plusieurs comme ça qui montrent le rapport, le passage progressif de l'idée initiale telle qu'elle surgit dans sa spontanéité de la main de Viollet-le-Duc au travail définitif. Et la dernière initiative dans l'ordre de l'instruction, c'est sous l'empire du ministère de l'Instruction publique et des cultes, c'est le musée de sculpture comparée. Bon, il avait un moment imaginé qu'il ferait son musée dans l'abbatiale de Saint-Denis, dans la mesure où il avait pu penser qu'on supprimerait le culte dans l'abbatiale après la loi de finances de 1800, de la fin des années 1870, mais ça n'a pas marché, et il a donc changé son fusil d'épaule en proposant la création du musée de sculpture comparée, dernier acte de sa politique d'instruction. Au total, l'œuvre de Viollet-le-Duc, sous quelque forme qu'elle ait été, a peut-être échoué sous l'ordre de l'instruction, en ceci qu'il n'est jamais devenu professeur. Bon, à la limite, il n'est pas fondamental de terminer sa vie comme professeur. Mais toute son œuvre exprime au contraire le projet d'instruire, de former. Tout son parcours le confirme, et sa dernière œuvre, puisque c'est quand même lui qui en a eu l'inspiration, sa dernière œuvre le confirme de façon explicite. Ce qui a fait courir Viollet-le-Duc, ce qu'il n'a pas dit clairement à Madame Carrette, ce qu'on ne voit pas clairement non plus dans ses différentes allégeances politiques, qui sont parfois simultanées au point que l'on croit qu'il n'est pas nécessairement loyal. Ce qui fait courir Viollet-le-Duc, c'est l'instruction publique. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Monsieur Lignot, pour cette présentation
de Viollet-le-Duc, passionné par l'instruction, on aura noté évidemment beaucoup de choses sur lesquelles j'espère qu'on aura l'occasion de revenir en fin de matinée ou en fin de journée. On aurait pu rajouter peut-être une image de Viollet-le-Duc sur le chantier, qui devait être aussi une autre tenue, peut-être. Sans plus attendre, donc, nous passons à l'intervenant suivant qui va nous parler d'une partie de ce que nous avons vu en termes d'écrit, et plus particulièrement le dessin comme outil de pédagogie pour les architectes. Alors Benjamin Mouton, au-delà d'être un confrère, est architecte en chef des monuments historiques et inspecteur général des monuments historiques honoraires. Il a exercé depuis 1980 de très nombreuses missions d'études, de projets, et a dirigé notamment les travaux de restauration de monuments historiques dans le Finistère, dans le Morbihan, dans l'Eure-et-Loire. Il a été chargé de plusieurs grands monuments insignes de notre patrimoine, l'Hôtel des Invalides, le Val-de-Grâce, l'École nationale supérieure des beaux-arts, dans laquelle notre ami Viollet-le-Duc a fait un court passage, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors Benjamin est professeur associé à l'école de Chaillot depuis de très nombreuses années, et il est chargé de la coordination de ce qu'on appelle le champ édifices et monuments. Il est créateur des ateliers croisés de l'école en 1984, qui sont des ateliers par lesquels on permet à nos étudiants de se déplacer sur le terrain, sur les chantiers, à la rencontre du réel, et parfois même avec des écoles étrangères. Alors, plus particulièrement, il mène des ateliers en Roumanie, en Écosse, en Chine et en Grèce. Il enseigne également aussi à l'étranger dans des formations organisées par notre école de Chaillot, à Sofia, à Damas et à Rabat. Alors, il est l'un des auteurs de ce magnifique ouvrage que vous avez sûrement tous en tête, qui célébrait les 125 ans de l'école de Chaillot, et qui s'intitule « L'école de Chaillot, une aventure des savoirs et des pratiques ». On ne compte plus les conférences qu'il a données au travers le monde, et nous attendons avec impatience la publication d'un opus qu'il prépare et qui devrait être la somme et le fruit de son enseignement à l'école de Chaillot. Voilà, je te laisse la parole, Benjamin. Merci Lorenzo. Après la célèbre cabale orchestrée à l'école des Beaux-Arts en 1864 contre les ambitions pédagogiques de Viollet-le-Duc, cette cabale qui semble sonner le glas, en quelque sorte, de ses espérances pédagogiques, Viollet-le-Duc enseignant, c'est une formule qui prête à sourire. Pourtant, ce serait une erreur de le croire et de s'arrêter à cet échec, somme toute assez superficiel, et Jean-Michel Legnaud disait, après tout, ça a été une aubaine, parce que son activité pédagogique commence en 1834 à l'école de dessin, discipline dans laquelle il avait des talents exceptionnels, mais elle va surtout se manifester au travers d'une production éditoriale absolument considérable, dont Jean-Michel Legnaud vous a donné déjà une information, à commencer par le Dictionnaire raisonné de l'architecture française qu'il publie de 1854 à 1868 et qui acquiert aussitôt une renommée considérable. Et en exemple de cette renommée, je voudrais vous faire découvrir, sauf que vous le connaissez déjà, une lettre rédigée par son plus célèbre adversaire, John Ruskin, et qui était découverte par Françoise Choët, et qui dit « Mon cher garçon », et alors il s'adresse à un jeune garçon, « il n'existe qu'un seul livre de valeur sur l'architecture, et il contient tout avec rectitude. » C'est le dictionnaire de M. Viollet-le-Duc. Chaque architecte doit apprendre le français, car toute la meilleure architecture se trouve en France, et les artisans français ont un niveau d'habileté supérieur. Pour le reste, il ne faut faire confiance qu'à votre propre sensibilité et à votre faculté d'observation. Il dit « Mes livres sont historiques et sentimentaux et tout à fait convenables à leur manière, mais il faut que vous appreniez à partir des choses mêmes. » Et ce qui est extraordinaire, vous allez voir, c'est que cette lettre a une résonance considérable dans les écrits de Viollet-le-Duc. Et au fond, on se rend compte que si Ruskin et Viollet-le-Duc étaient assez éloignés l'un de l'autre dans la sensibilité qu'ils avaient sur le patrimoine, au fond, ils se rejoignaient ensuite sur
la façon de sentir et de comprendre le patrimoine. À l'époque, on parlait de monuments historiques, bien sûr. Il publie en 1863 les Entretiens. Il dit d'ailleurs renonçant à une chaire qui, je le sais, ne serait qu'une arène, je me suis décidé à livrer à mes amis les Entretiens sur l'architecture. Et puis ensuite, il y a un tiers groupé absolument considérable. 1873, histoire d'une maison. 1874, histoire d'une forteresse. 1875, histoire d'une habitation humaine. 1878, histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale, ce qui est très curieux comme titre, parce qu'en définitive, il ne veut pas mettre la cathédrale séparément, parce qu'il est agnostique, il est même laïque, militant, et donc il veut associer à la fois le pouvoir civil et le pouvoir religieux, sans distinguer l'un en faveur de l'autre. Puis il termine en 1879 avec l'histoire d'un dessinateur, et c'est à la veille de sa mort. Alors évidemment, j'ai oublié, mais Jean-Michel Deniau l'a montré, le dictionnaire du mobilier, qui est très peu cité en définitive et qui est une véritable mine d'informations. Alors ce qui est très intéressant, c'est que la carrière de Viollet-le-Duc a été foisonnante et exclusivement celle d'un restaurateur. Il fut chargé évidemment on le sait, de monuments les plus prestigieux, et c'est à son grand regret qu'il n'a pas été associé aux travaux de reconstruction de Paris dirigé par Haussmann et profondément meurtri aussi par l'échec du concours de l'Opéra. Parce que, en fait, il se sentait architecte de son temps et non exclusivement conservateur. Il refusait au fond cette étiquette qui lui était donnée. Il s'oppose frontalement à l'académisme de l'époque, à la tradition néoclassique qui est imposée à l'école des beaux-arts par l'Institut. Il refuse de considérer l'architecture antique comme seule vérité architecturale, comme seule expression esthétique qui rhabillerait au fond des édifices devenus par le fait totalement anonymes. Et tout cela lui paraît comme un mensonge absolument insupportable. Alors avant lui, Labrouste, Quicherat, Lassus, avec lui Constant Dufeu, Dangeois, Laval, Anatole de Baudot, se regroupent derrière une bannière romantique qu'ils appelleront le mouvement rationaliste ou l'école rationaliste. Et j'ai associé aussi Auguste Perret, qui a, dans la bibliothèque de son père, qui était entrepreneur, a découvert, un peu comme Valéry, le choc de la lecture du dictionnaire raisonné de l'architecture française. Et lorsqu'on lit Auguste Perret et lorsqu'on lit Viollet-le-Duc, quelquefois on se demande mais qui a écrit ça, tellement ils se ressemblent, ils se rapprochent. Donc l'école rationaliste semble ne pas s'arrêter à Anatole de Baudot, se continuer avec Auguste Perret, et puis il manque des cases avec tous les portraits que je n'ai pas évoqués et que je n'ai pas voulu évoquer ici, qui est la poursuite en quelque sorte de cette école rationaliste. Alors c'est comme réformateur qu'il s'adresse aux étudiants en architecture, pour une nouvelle école d'architecture qui trouvera son expression à l'école spéciale d'architecture. Il dit « Tout enseignement, pour être profitable, demande sinon une conclusion, du moins une direction, une méthode. » Alors conclusion, évidemment, on va penser que c'est une référence à l'architecture antique, et une direction, une méthode, c'est au fond l'alternative qu'il propose. Selon lui, une bonne architecture, la seule architecture, c'est l'architecture vraie. Je le cite, architecture vraie. Il emploie à plusieurs reprises ce terme. Et il dit, s'il est un art sérieux qui doit toujours être l'esclave de la raison et du bon sens, c'est l'architecture. Il dit autre chose, il faut rendre aux architectes cette souplesse, cette habitude d'appliquer à toute chose un principe vrai. Alors, qu'est-ce que c'est au fond pour Viollet-le-Duc que l'architecture vraie? C'est d'abord celle qui répond, et là je le cite encore, rigoureusement déduite des besoins, qui oblige à les analyser, à définir clairement leurs fonctions. Je cite encore, la première loi de l'architecte est de se conformer aux besoins et aux mœurs du moment, d'être rationnel. Il dit lui-même être rationnel. Alors on peut se demander si au fond, Viollet-le-Duc n'est pas aussi fonctionnaliste. Il était également constructiviste, parce que dans le chapitre « Construction » du dictionnaire, il recommande, et je cite à nouveau, d'employer les matériaux en raison de leur qualité, de leur nature propre, avec l'idée préconçue de satisfaire une fonction par des moyens les plus simples et les plus solides, et de donner à la chose construite l'apparence de la durée. Il ajoute « La construction est une science,
c'est aussi un art. Il faut donc au constructeur le savoir, l'expérience et un sentiment naturel. Et je le cite encore, il y a toujours dans les œuvres des hommes une certaine somme d'intelligence et d'énergie. Les chercheurs primitifs deviennent alors souvent des maîtres et leur effort un enseignement précieux. Alors c'est extraordinaire parce que, en définitive, il pense que la connaissance constructiviste c'est une connaissance d'accumulation. Et puis, cette brèche inattendue dans le modèle rationnel, et je le cite à nouveau, il ne faut pas dédaigner les constructeurs qui n'avaient à leur disposition que du mauvais moellon, tiré sur le sol, de la chaux mal cuite, des outils imparfaits et de faibles engins, car, dit-il, c'est avec des éléments aussi grossiers les constructeurs peuvent nous enseigner d'excellents principes. Voilà qui est extrêmement intéressant. Et puis cette sentence, l'erreur et ses effets instruisent plus les hommes que les œuvres parfaites. Alors, on peut se demander s'il ne s'agit pas là d'une apologie de l'observation, de l'expérience, comme source de connaissance. Et au fond, ça s'appelle l'empirisme. Alors, Viollet-le-Duc rationaliste, oui, pour la réflexion et le raisonnement, mais il s'agit plutôt d'empirisme comme outil de connaissance, de fonctionnalisme et de constructivisme comme outil de création architecturale. L'histoire de l'architecture dans laquelle il plonge et qui est à l'origine de ses écrits est riche d'enseignements. Il avait une formule aussi qui est redondante. Il dit « chercher le pourquoi », permanente obsession. Et je le cite à nouveau, « Ces constructeurs nous enseignent d'excellents principes applicables à tous les temps, et la preuve qu'ils le peuvent, c'est qu'ils ont formé une école qui, au point de vue de la science pratique ou théorique, du point de vue du judicieux emploi des matériaux, est arrivée à un degré de perfection non surpassé dans les temps modernes. » Alors, ces constructeurs auxquels il pense, évidemment, on le sait, on le sent, on va le confirmer, ce sont les constructeurs du Moyen-Âge et surtout les constructeurs gothiques. Il évoque le travail étroit des artisans et des architectes sur le chantier, conservant, je cite à nouveau, les traditions, mais enregistrant les perfectionnements. Donc c'est une activité foisonnante et productive. L'exemple, le modèle, c'est l'architecte du Moyen-Âge. L'architecte gothique surtout, maître total du chantier, capable de diriger tous les corps de métier, non pas dans un esprit de domination, mais dans un esprit de complicité créatrice. Je cite à nouveau. « Laborieux et intelligents artistes, sortis du peuple, vous qui les premiers avez su vous affranchir de traditions usées, mais qui êtes franchement dans la science pratique, qui appartenait à la civilisation moderne, qui possédait les premiers son esprit de recherche. » Et là, il fait une liaison directe entre l'architecte gothique et l'architecte parfait, celui du XIXe siècle. L'architecte gothique est laïque. Ce qui est intéressant, c'est que dans le frontispice du dictionnaire, on voit à la fois un moine et un soldat. L'architecte laïque n'est plus l'architecte issu des monastères de l'époque romane. Il n'est pas non plus issu d'une aristocratie, d'une bourgeoisie. Il est bien sorti du peuple, comme dit Viollet-le-Duc. Et je cite à nouveau, qui analyse toute chose et ne reconnaît d'autre loi que le raisonnement. Modèle de l'architecte moderne, je cite à nouveau, non pas pour faire de l'architecture médiévale en plein XIXe siècle, mais de l'architecture moderne. Et encore une fois, je cite, « Si les constructeurs gothiques eussent à leur disposition la fonte et le fer, l'auraient-ils employé avec plus d'adresse que nous ?» Donc critique aussi, Larvé, sur les faiblesses et les insuffisances des architectes du XIXe siècle. Et d'appeler, à ce moment-là, je cite à nouveau, à des hardiesses interdites aux maçons et des hardiesses de construction que l'emploi du bois eût dû interdire. Alors Viollet-le-Duc apparaît donc bien clairement comme un pédagogue d'architecture moderne.
lorsqu'en 1893, le concours de recrutement d'architectes en chef des monuments historiques est lancé, il s'agit en fait de recruter des architectes compétents dans la restauration des monuments historiques. Pour préparer le cours du Trocadéro est créé en 1887 sous la direction d'Anatole de Baudot, qui est devenu chef de file des rationalistes après la mort de Viollet-le-Duc, survenue en 1879. Ça fait suite à une demande de la Commission des monuments historiques d'une chaire d'archéologie médiévale en 1844, auquel répond la création du cours de Jules Quicherat dès 1847 à l'École des Chartes, où il développe une méthode déjà parfaitement rationaliste, c'est-à-dire observer, décrire, comparer, juger. Le cours du Trocadéro est fondamentalement une histoire de l'architecture de l'Égypte à la fin du XVIIIe siècle. On n'en connaît pas le programme très précis, autrement que par le livre d'Anatole de Baudot, dont vous avez ici la couverture. Le passé, le présent. Il est destiné, ce cours, à des restaurateurs, mais il n'y est pas fait mention de restauration, mais d'histoire de l'architecture, partant du principe que la voie de la connaissance historique et constructive sera la voie de la conservation pratique. Au fond, c'est très simple. Pour restaurer, il suffit de connaître les techniques constructives d'autrefois, et la restauration va consister à remplacer à l'identique, par un ouvrage neuf, un ouvrage altéré. Donc il suffit de copier. Au fond, l'enseignement de la restauration, c'est l'enseignement de la connaissance. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que, alors que Viollet-le-Duc s'orientait vers la création moderne, Anatole de Baudot, lui, tire de Viollet-le-Duc ouvertement son inspiration. Il disait « J'espère mettre en lumière ici la puissance de la doctrine rationaliste de Viollet-le-Duc ». Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il emprunte à un architecte tourné vers la création architecturale les éléments pour l'enseignement de la restauration. Les artisans, pour arriver avec succès aux applications, sont astreints à une discipline. Ça, c'est Anatole de Baudot qui parle. Il continue en disant « Et cette direction, c'est l'architecte qui doit la donner ». Référence encore à la référence de l'architecte gothique. Il faut qu'il soit fortement armé par la technique, éduqué dans le sens de réalisation pratique. Alors, si le cours est mal connu, sauf qu'il est principalement orienté vers l'histoire de l'architecture, en revanche, il y a un témoignage très concret par le biais des maquettes en plâtre qui ont été réalisées à partir de 1898 en vue de l'exposition universelle de 1900 et qui étaient destinées d'abord à mettre en lumière les monuments historiques de la France. Mais ces maquettes, en fait, dont la réalisation a été confiée à Anatole de Baudot avait derrière la tête l'idée que ces maquettes auraient un objectif pédagogique. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on voit s'ouvrir un deuxième volet du cours du Trocadéro, et notamment ce qui n'apparaît pas dans le livre d'Anatole de Baudot. Alors, à la différence des maquettes qui vont suivre en 1913 jusqu'en 1937, et au-delà, les maquettes d'Anatole de Baudot, ces maquettes de 1898, donnent d'intéressants détails constructifs. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces détails renvoient au dictionnaire de Viollet-le-Duc. Alors, je vous montre un certain nombre de ces maquettes. Par exemple, Saint-Urbain III montre des détails d'arrachement de maçonnerie. On va voir beaucoup d'arrachements dans ces maquettes. Arrachement de maçonnerie, regardez, ça renvoie au dictionnaire raisonné de l'architecture. En voici d'autres avec une information très intéressante sur l'appareil de ces piles fasciculées qui est ici. Et puis, encore une fois, l'arrachement. Arrachement aussi de construction de l'escalier à marche autoportante. Pour les arcs, et là encore, on voit une allusion directe au dictionnaire raisonné. Encore une fois, les nervures à la Ferté-Bernard ou à Notre-Dame de Dijon. Et ce qui est intéressant, regardez, vous voyez, cet élément en console qui est ici, on le retrouve ici. Et si ce n'est pas une traduction directe des dessins de Viollet-le-Duc, dites-moi ce que c'est. Sur les arcs et les nervures, les coupoles, cathédrale Notre-Dame-du-Puy, regardez, l'appareillage est extrêmement clairement indiqué. Et encore plus intéressant, regardez, les voûtes angevines
Voici une coupe sur une maquette d'Angers, hôpital Saint-Jean. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'architecture. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Et en particulier, ça. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le type de construction tout à fait particulier de la voûte angevine en comparaison de la voûte à la française. C'est-à-dire que la voûte angevine, vous avez la nervure qui pénètre dans la voûte. Au fond, la nervure est un claveau qui appartient à la voûte. Ça, c'est une caractéristique qui est parfaitement illustrée ici. Alors que les voûtes à la française, dont il y a des maquettes, montrent au contraire la nervure qui est au-dessous de la voûte et la voûte qui est posée dessus. Donc deux structures indépendantes. Et ça, ce sont des nuances extrêmement importantes qui identifient parfaitement les deux types constructifs de l'architecture angevine et de l'architecture à la française. Et dont on voit ici, quasiment à l'identique, les dessins de Viollet-le-Duc. Les voûtes plates, rapidement, regardez cette voûte de Dampierre sur Boutonne, et la voilà, dans le dictionnaire raisonné de l'architecture. Les fenêtres, ici, mais encore mieux, regardez, tout l'appareillage ici est indiqué. Donc on a une leçon de construction au travers de ces maquettes. Et ça, c'est manifestement d'une portée pédagogique considérable. Mais la collection se continue avec les maquettes de Charpente, d'abord avec la collection Bellu. Bellu, c'est la famille de charpentiers qui ont construit les flèches, restaurées d'abord, et construit les flèches de Notre-Dame de Paris, d'Orléans, de Tours, je crois aussi. Voici des détails où on voit parfaitement les assemblages des pièces de bois les unes sur les autres. Puis, maquettes qui sont effectuées par Henri Deneux, qui crée lui-même aussi sa propre collection, qui va enrichir la collection de Bellu. Voici Reims, le rond-point de l'Ange. Alors, c'est extraordinaire parce qu'en définitive, c'est la cathédrale, c'est juste avant l'incendie de 14-18, et son remplacement par Henri Deneux d'une façon absolument extraordinaire avec le système à la Philibert Delorme traduit en petites planchettes de béton. Et là, on voit à nouveau dans ces maquettes la même chose, des détails d'assemblage, des détails d'embrèvement, tous les éléments qui sont nécessaires pour en comprendre parfaitement la construction. Donc là encore, portée pédagogique exceptionnelle. Notre-Dame de Paris, les détails constructifs de la charpente de la nef. 1815, le cours ferme à la mort d'Anatole de Baudot et il rouvre en 1920 par la décision de Paul Léon, qui est directeur du service des Beaux-Arts, et aussi, intéressant de le noter, un des tenants de la pensée rationaliste. Et Paul Léon insiste sur l'importance des disciplines techniques, constructives et structurelles. Mais en 1900, alors voici la fiche de la création du cours. On sait que le cours quitte le Trocadéro en 1937 du fait de la démolition du palais du Trocadéro pour revenir ensuite en 1969 sous la forme actuelle destinée cette fois-ci exclusivement aux architectes diplômés afin de leur transmettre une formation spécialisée dans la restauration des monuments historiques. Pour une maîtrise d'œuvre pratique, et ça, c'est quelque chose qui perdure et qui se renforce. Pendant cette période, les professeurs sont Paul Bois-Wittwald, Henri Rapine, Jules Formigé, Charles-Louis Génuis, qui sont architectes en chef des monuments historiques. Et puis leurs successeurs très connus, mais je vais simplement citer Jean-Pierre Paquet, Yves-Marie Froidevaux, Jean Saunier, Georges Duval. Les programmes ne sont pas connus, mais il n'est que suivre la composition des épreuves du concours d'architecte en chef pour lequel le cours a été poursuivi, pour deviner en filigrane qu'avec l'histoire de l'architecture, ce sont les disciplines du relevé et de la consolidation des structures qui sont au cœur de la pédagogie et où on retrouve l'approche rationaliste des pères fondateurs. Alors, voici une chose tout à fait extraordinaire. Dans un article de la Revue des Monuments historiques de la France de 1957, Jean-Pierre Paquet publie ce célèbre dessin qui résume par une tige rigide d'une compressibilité infinie le trajet des pressions au cœur d'une pile, des pressions résultant des voûtes et puis des surcharges. Il s'agit à la fois de la transcription imagée de la méthode d'analyse des pressions dans les structures gothiques, dite aussi méthode de Méry, que
l'ingénieur Méry avait mis au point au XIXe siècle, où la tige rigide représenterait la résultante théorique des pressions. On songe alors à l'article construction du dictionnaire de Viollet-le-Duc, où il parle des constructeurs gothiques qui sont appelés à considérer, alors là je cite, qui sont appelés à considérer les points d'appui comme des quilles maintenues dans la verticale par la neutralisation complète de toutes les actions obliques qui viennent après sur elles. On pourrait presque prendre la légende comme légende du dessin de Jean-Pierre Paquet, cette citation de Viollet-le-Duc. Le commentaire de Jean-Pierre Paquet, c'est ensuite, assez étonnamment, le problème statique ne doit pas être porté sur le plan mathématique qu'avec une grande prudence. Les décompositions sont fort délicates et toujours très discutables. Et alors là encore, on croit entendre Viollet-le-Duc dans le chapitre Construction qui dit « Nous nous garderons bien de résoudre les questions d'équilibre par des formes algébriques que la pratique modifie sans cesse, presque toujours inutiles aux praticiens. Celui-ci se laisse diriger par son intuition, son expérience, ses observations. » Donc à nouveau, une sorte d'appel à l'empirisme par protection contre trop de rationalisme. Dans le domaine des structures, la méthode de Méry, dite aussi statique graphique, est toujours enseignée aux architectes ici à l'école de Chaillot, en raison de sa grande facilité d'emploi et de la représentation très concrète des forces qu'elle autorise, permettant de cerner et identifier les mesures de consolidation à envisager. C'est-à-dire qu'en définitive, la simplification de représentation est un guide extrêmement intéressant pour savoir exactement où agir pour redresser les résultantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette méthode de Méry perdure malgré les progrès qui ont été mesurés récemment dans le domaine du calcul des voûtes et des ouvrages clavés. D'une part parce qu'elle est très accessible et très facile d'emploi, donc très accessible aux architectes, alors que ce sont les ingénieurs qui se sont emparés des nouvelles techniques de représentation et qui ont tendance un peu à les privatiser. Cette méthode de Méry, c'est un petit peu le stéthoscope d'analyse des statiques, et ça permet au fond à l'architecte de garder la maîtrise de ses responsabilités et de la maîtrise de son travail d'analyse. Et ça, c'est extrêmement important. Yves-Marie Froidevaux, lui, parlait beaucoup du relevé et du dessin, qui est l'autre épreuve majeure de tous les concours, et une discipline dont l'enseignement est assuré à l'école de Chaillot pratiquement des origines jusqu'à nos jours. Yves-Marie Froidevaux disait que c'est la seule méthode d'analyse d'un monument, car il permet l'étude nécessaire à l'expression visuelle de ses caractéristiques. Structure, disposition du plan et des élévations, proportion véritable, toute chose qu'aucun autre document, entre parenthèses, photographie ou description littéraire, ne peut traduire avec une précision et une exactitude comparables. Il disait que si notre époque, des techniques modernes de relevé ont tendance à supplanter le dessin manuel, son abandon représenterait, alors je le cite à nouveau, de graves dangers, entre autres l'abandon du contact direct de l'homme et du monument. Et il ajoute une sorte d'intimité avec l'édifice afin d'en comprendre la vie profonde, la constitution et la pathologie. Ça, ce sont des éléments extrêmement intéressants parce qu'en définitive, on se rend compte que le dessin, l'observation sont une porte d'entrée à la compréhension, à la connaissance de l'architecture. Et ces déclarations sont en droite ligne des commentaires de Viollet-le-Duc. Le dessin, alors je cite Viollet-le-Duc, est le meilleur moyen de développer l'intelligence et de former le jugement, car on apprend ainsi à voir. Et voir, c'est savoir. Il continue en disant « Il ne s'agit pas de faire des images, mais de rendre compte de l'objet dessiné, de sa structure, quand elle est rationnelle, et des moyens employés. » Alors, je vais vous convier maintenant à une comparaison. Alors là, je vais à nouveau mettre côte à côte, pas vis-à-vis, ni l'un contre l'autre, Ruskin d'une part, dessin de gauche, et Viollet-le-Duc, dessin de droite. Ce qui est très intéressant d'observer, c'est que dans ce dessin de Ruskin, on a le sentiment de l'architecture, on voit l'architecture, on la sent très bien, c'est d'une sensibilité extraordinaire, c'est le travail d'un artiste peintre. Quand vous vous souvenez de la lettre qu'il avait envoyée à son jeune garçon en Angleterre, il lui avait parlé de la sensibilité, la nécessité d'avoir cette sensibilité pour la compréhension de l'architecture. À droite, le dessin de Viollet-le-Duc
ne manque pas de talent, bien au contraire, ne manque pas de sensibilité, bien au contraire, mais ce que l'on voit davantage, c'est, au fond, par tous les détails qui sont ici, on sait comment c'est construit, alors que chez Ruskin, on ne le sait pas. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre ce que Viollet-le-Duc disait. Il ne s'agit pas de faire des images, mais de rendre compte de l'objet dessiné, de sa structure quand elle est rationnelle, et des moyens employés. Et je pense que cette illustration qui est ici, il y en a d'autres, des dessins de Viollet-le-Duc, c'est amusant parce qu'on avait comparé à une époque des dessins de Ruskin sur l'architecture gothique en France et des dessins de Viollet-le-Duc sur l'architecture gothique en Angleterre, pour bien identifier qu'il ne s'agissait pas d'une différence de style ou d'architecture, mais bien d'une différence d'approche dessinée des monuments. Alors, le dessin d'aujourd'hui... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. S'adressant à un jeune dessinateur dans l'histoire d'un dessinateur, il dit aussi une chose très intéressante. Il dit « Quand tu seras à Paris, tu ne pourras plus revenir au musée de Naples pour vérifier un détail omis ou rectifier une erreur. Donc, quand on a sous les yeux un objet dont on veut connaître exactement la structure et les moindres détails, il faut ne rien laisser d'incertain dans l'étude qu'on en fait. » Et ça, c'est très intéressant parce qu'en définitive, on se rend compte que le dessin est un médium par lequel toute la connaissance passe et qu'on puisse ensuite faire voyager pour la transmettre, ou la reproduire ou l'exploiter plus loin. Alors, le rôle du dessin aujourd'hui à l'école de Chaillot est considérable parce qu'au fond, il préfigure chaque étape de l'action du futur architecte du patrimoine. Pour le relevé architectural, les prises de mesure, bien sûr, mais aussi pour la collecte des informations. Et ça, c'est ce qui est pratiqué et enseigné par le cours et l'exercice du relevé et du diagnostic. Pour comprendre les structures et les modes constructifs, donc tous les cours de diagnostic qui sont effectués y mènent. La stéréotomie, c'est-à-dire la construction et l'appareil des pierres, il faut savoir que l'école de Chaillot est probablement le dernier établissement où on enseigne encore la stéréotomie, non pas à l'aide d'ordinateur, mais à l'aide de la géométrie descriptive, qui est, comme vous le savez, un exercice de dessin. Pour l'analyse des étapes constructives, où là, on voit très très clairement apparaître que si la pile qui est ici montre des désordres importants, c'est tout simplement parce qu'elle a été constituée de toutes ces étapes constructives. Et on ne peut le comprendre que dans la mesure où on représente cette sédimentation ou cette accumulation structurellement très défaillante, mais grâce au dessin, on peut la rendre compréhensible et donc savoir comment y intervenir. L'historique architectural, les pathologies, pour relever les pathologies structurelles, pour essayer de les comprendre grâce à la statique graphique, qui là encore est un exercice purement de dessin. Il n'y a pratiquement pas de travail de calculette ou autre qui vient à la rescousse. Voici les épures qui sont faites, qui sont uniquement des dessins à la main, et qui donnent ces résultats, qui montrent au fond les résultats des résultantes, pardon cette formule, lorsque les appuis sont sollicités par toutes sortes d'éléments voûtés, générant des pressions ou des surcharges. Pour l'identification des risques, il est vrai que ça paraît moins sérieux comme dessin, mais au contraire, c'est très très sérieux parce qu'il ne faut pas avoir peur du croquis, voire de la caricature, pour illustrer une idée, une image. Et j'encourage personnellement beaucoup les étudiants à ne pas hésiter à faire sur un coin de table un bout de caricature pour préciser leur idée. Pour déterminer les mesures d'urgence, avec les étaiements, ici ce sont des frettages avec l'emploi de tirants. Ici, c'est la mise sur cintre d'un édifice. Pardon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces exercices pratiques sont effectués à nouveau avec l'aide des maquettes. On va revenir les maquettes dans l'école de Chaillot, mais ces maquettes ne sont pas faites par des maquettistes, elles sont faites par les étudiants eux-mêmes, qui vont mettre à l'épreuve en quelque sorte l'efficacité structurelle des maquettes qu'ils proposent pour les cintres, pour les contrefiches, pour bien vérifier les contreventements. Pour déterminer, on revient au dessin, les interventions définitives. Et voici ici les reprises en élévation par des pinces, par des tirants verticaux, par des reprises ici.
par des radiers, pour, au fond, préfigurer le chantier dans les questions de circulation, dans les questions d'échafaudage indépendant, pour préfigurer le chantier dans le renforcement des charpentes. Et au fond, ce qu'on observe, c'est que, et je pense que j'aurais pu vous donner infiniment plus d'exemples de dessins qui sont réalisés par l'école de Chaillot aujourd'hui, mais pratiquement l'école de Chaillot dessine et elle fait autre chose un petit peu à côté. On observe que depuis plus d'un siècle, dans l'héritage et la lignée de Viollet-le-Duc, par le dessin, la maquette et l'approche constructive, l'école de Chaillot forme les architectes à la conservation pratique du patrimoine. Je vous remercie.